On va voir dans cette vidéo notre premier module de matching, celui à base de backtracking. Donc le matching, la signature d'un de ces modules, ça va être ça. Donc ça c'est le type abstrait du module et on va avoir une fonction init. Donc cette fonction va prendre en paramètre une expression régulière, donc ce qu'on avait vu la fois dernière dans la dernière vidéo, et nous rendre justement ce matching particulier, ce type T. Ensuite, ce qu'on pourra faire avec ce type T qu'on aura obtenu, c'est, grâce à la fonction fullMatch, on va donner une chaîne de caractères et on va rendre si oui ou non la chaîne de caractères ici est reconnue par le matching, c'est-à-dire correspond bien et bien décrite par cette expression régulière. Donc, je vous rappelle, l'expression régulière, c'était défini comment ? Donc, on avait vu ça la fois dernière, c'est juste ça. Alors, avant de décrire ce module de backtracking, je vais vous présenter les continuations. Parce qu'en fait, je vais utiliser cette technique-là, la technique des continuations, dans ce module-là. Donc, on va commencer par regarder ça et ensuite, on reviendra vers ce module. Donc, pour illustrer les continuations, je vais d'abord regarder la fonction factorielle. Donc, classique ici, donc qui nous calcule la factorielle de n. Donc ici, en fait, cette fonction, elle est dite non récursive terminale. Donc pourquoi? Parce que l'appel récursif ici, de factorial du coup avec n-1, eh ben, on nécessite en fait d'attendre le résultat de ça pour pouvoir calculer enfin factorial de n. Par exemple, ça veut dire que ici, j'ai un calcul en attente, le n fois, du résultat de factorial. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est récursif non terminal, parce que l'appel de factorial, l'appel récursif, n'est pas la dernière chose à faire. Il reste en fait, une fois qu'on a fini de calculer factorial de n-1, il reste à faire n fois. Donc si on regarde ce que ça donne un petit peu. Alors déjà on va l'exécuter pour voir ce que ça donne, et normalement vous allez voir que si je mets un n très grand, je devrais obtenir un débordement de pile. Donc on va tout d'abord charger le fichier et exécuter factorial d'un nombre assez grand. Bon, déjà voir si ça marche bien, factorial de 5, ça devrait être 120. Et maintenant, on va faire par exemple factorial de, allez, 1 million. Et donc ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a eu un débordement de pile. Alors, pourquoi ça fait ça? Donc, si on regarde, si même je le fais à la main, on va se rendre compte de quelque chose. Donc je vais appeler ça fac pour factorial, et prenons par exemple factorial de 3. Donc quand je vais vouloir calculer ça, donc je vais remplacer ça par le corps ici de factorial, et donc ici je vois que 3 n'est pas égal à 0, donc je passe à ça. Et donc je dois faire quoi? Je dois faire 3 fois fac de 2. Mais on voit bien ici que j'ai un calcul en attente 3 fois quelque chose, mais ça nécessite d'abord de calculer fac de 2. Donc maintenant, si on développe fac de 2, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc on regarde encore le corps, et on va obtenir 2 fois fac de 1. Encore une fois, ici, on voit qu'on est en attente du résultat de fac de 1. Donc encore une fois, on remplace fac de 1 par le corps de la fonction factoriale, et on va obtenir 1 fois fac de 0. Maintenant, fac de 0, bah, ça nous retourne 1. Donc ici, on a enfin un résultat. Et on va remonter. Maintenant, on va faire du coup le 1 fois 1 ici. Ça va nous donner, donc tout ça, ça va être remplacé maintenant par 1. Donc tout ça, or celui-là disparaît en fait. Celui-là est remplacé par 1. Maintenant, ça enfin, on peut le remplacer par 1 ici. Maintenant, ça nous donne 2. Donc, on peut remplacer ça par 2. Donc ça nous donne 6.
et on peut maintenant retourner le résultat de fac de 3 qui est bien 6. Donc pour obtenir ce 6, on a dû en fait conserver à chaque fois le 3 fois, 2 fois, etc. Donc si on se représente la pile, donc avec les adresses hautes ici, et la pile elle va aller comme ça, bah ici quand on était sur fac de 3, donc là j'étais pour fac de 3, et ben j'ai dû conserver, j'ai eu mon 3 fois quelque chose et l'appel récursif à fac de 2. Donc ici 2 fois quelque chose, appel récursif à fac de 1, etc. Donc on voit que ça fait croître la pile. Donc dans la pile, il y aura bien sûr, à chaque fois que j'appelle une fonction, il y aura, alors ça dépend des architectures, mais les paramètres, au moins une partie des paramètres sera dans les registres, et on aura l'adresse de retour, on aura éventuellement des sauvegardes à faire pour les registres, les paramètres, etc. Donc il y aura de la place, il faudra faire de la place dans la pile, et donc ça prend de la place en fait. Chaque appel récursif va prendre de la place dans la pile. Donc c'est pour ça qu'on a débordé à un moment. Maintenant, si on regarde cette fonction-là, celle-là, elle va utiliser un accumulateur. Et du coup, l'appel récursif ici va être terminal, parce qu'on voit qu'il n'y a pas de calcul en attente en fait. C'est la dernière chose à faire, c'est cet appel récursif. Donc on va déjà regarder ce que ça donne pour voir si on n'a pas de débordement. Alors on va maintenant essayer avec factorial hack, donc toujours avec 1 million. Alors cette fois-ci, il ne faut pas que j'oublie l'accumulateur. Donc 1, l'élément neutre pour la multiplication. Et maintenant quand je lance, là, vous voyez, on n'a pas de débordement et on obtient la valeur 0. Alors pourquoi on obtient la valeur 0? Si on regarde, donc là je vais lancer voilà, juste ça pour qu'on voit la représentation en binaire. Donc ici je mets en hexadécimal, donc on va avoir le motif en hexadécimal du nombre, on va bien se rendre compte comment il évolue. Et on va afficher de 1 à 64. Donc c'est parti. Donc là clairement on voit les zéros, le nombre de zéros qui augmente, qui augmente, qui augmente, qui augmente jusqu'à obtenir 0. Donc ici c'est fois 64. Ça nous aura donné, donc ce nombre fois 64, ça nous aura donné 0. Donc bien sûr, des fois, on va voir apparaître, si on n'affiche pas en hexadécimal, des nombres négatifs quand on va faire la factoriale, parce que suivant est-ce qu'il y a un 1 en bit de poids fort, dans la représentation du coup en complément à 2, ça donne un nombre négatif. Donc si j'essaye par exemple factorial de, alors je sais pas, peut-être 50, donc voilà, on se rend compte qu'on a ici un nombre négatif. Mais bon, on se rend bien compte là en regardant la représentation en hexadécimal, le nombre de zéros qui progresse jusqu'à faire tout disparaître, et du coup on a 0. Donc si on fait maintenant les appels ici, donc on va appeler ça fac hack. Et je refais comme tout à l'heure fac hack de 3. Donc cette fois-ci, alors il ne faut pas oublier l'accumulateur, donc on va faire, ça va être remplacé par fac hack de cette fois-ci 2, donc c'est l'appel qui est fait ici, et l'accumulateur est mis à jour avec 3 fois 1. Mais si on se rend compte, ici il n'y a rien, il n'y a pas de calcul en attente. Donc on pourrait à la limite très bien remplacer ça par ça directement, et ensuite le fac de 2 ici, quand on le remplace par son corps ici, ça va être ça encore une fois, et ça va nous faire fac hack de 1 et 2 fois 3. Encore une fois, aucun calcul en attente ici. Donc on voit bien en fait que les appels récursifs ici, quand ça je remplace par son corps, je peux vraiment oublier ça. Quand ça je le remplace par son corps, je peux vraiment l'oublier aussi. Parce que tout à l'heure je ne pouvais pas l'oublier parce que j'avais un 3 fois qui traînait ici. Et maintenant vu que j'ai plus ça, je pourrais très bien oublier ça et le remplacer directement par ça. Donc si je le réécris,
Donc, alors si on continue jusqu'au bout quand même, donc voilà ce qu'on obtient, et quand on remplace ça, enfin, on est bien dans le cas d'arrêt, et on va rendre l'accumulateur. Donc ça va être remplacé par 6. Et on voit que le résultat, on l'a directement là. On n'a pas besoin en fait de refaire des calculs avec ce qui était en attente ici. Donc ça, en fait, ce qui se passe, donc si on redessine la pile comme tout à l'heure, toujours les adresses hautes ici, et là, c'est le tableau d'activation, donc la place qu'on a donnée pour fac 3, 2, 1. Donc, je vais le mettre ici. Fac hack 3, 1. Donc ici, il y a adresse de retour, la place pour les paramètres. Alors, ils sont sûrement dans des registres, mais peut-être pour des variables locales, etc. Bon, bref, il y a de la place pour fac hack, le premier appel. Maintenant, quand on fait l'appel, celui-là, en fait, j'ai pas besoin ici de créer quelque chose d'autre. Ce que je pourrais faire, c'est conserver cette place-là et mettre en fait ici, maintenant, ce que fac hack de 2 a besoin. Donc je conserve la place du précédent appel pour le nouvel appel. Donc là, ici, ce serait 2 et 3. Parce qu'en fait, déjà, l'adresse de retour ne change pas, parce qu'une fois qu'on aura fait tous les calculs de fac hack, on reviendra au même endroit dans le code, etc. etc. Donc ensuite, pareil, pour fac hack de 2, 3, eh ben, on peut garder cette place-là, parce qu'une fois qu'on fait l'appel fac hack de 1, 2 fois 3, eh ben, là encore une fois, on ne crée pas un nouvel emplacement dans la pile, mais on conserve le même endroit pour fac hack 1 et 6. Et une fois qu'on aura terminé, eh ben, quand tout sera terminé, la valeur 6 sera calculée ici, donc elle sera placée dans un registre pour le retour, par exemple RAX, sur Intel, et eh ben, on n'aura plus qu'à, ici on aura l'adresse de retour quelque part, mais qui sera toujours la bonne adresse de retour d'où fallait aller après que l'appelant nous ait appelé. Donc par exemple, on avait un moment un call de fac hack. Bon là, il fallait mettre les arguments, etc. Et l'adresse de retour, ça serait là. Donc cette adresse de retour, bah, elle est bien valide, on est là. On a dans le registre RAX qui représente le registre de retour, et ben on a bien la valeur 6. Donc on peut garder en fait le même emplacement dans la pile pour tous les appels récursifs. Parce que l'appel récursif est terminal. Et donc c'est pour ça en fait ici, on a vu qu'il n'y avait pas de débordement de pile même quand on a fait avec un paramètre très gros, avec 1 million. Donc ce qu'on peut faire maintenant, pour voir ce que ça donne en vrai, c'est de regarder en utilisant le site Compiler Explorer comment OCaml le compile en langage, donc en assembleur. Donc là ici, j'ai mis le factorial récursif non terminal. Donc on a le n fois factorial. Donc si on regarde, c'est ici. Et ce qui est juste intéressant à voir en fait, c'est que là on a l'appel récursif. Donc ça c'est l'instruction call chez Intel pour réappeler encore une fois factorial. Donc d'ailleurs on voit ici que ça prend de la place dans la pile puisque on a un petit sub ici du registre RSP, c'est le registre, le pointeur de pile. Donc on va en faisant ça en fait créer de la place parce que la pile ça va des adresses hautes vers les adresses basses et donc quand on fait le sub ici, hop, on décale ici le RSP pour descendre, pour faire de la place. Donc on voit que c'est pour ça que ça prend de plus en plus de place à chaque appel récursif ici. Donc là, ok, on voit bien les appels, on voit bien la place qui est prise dans la pile. Et
sans oublier qu'un call aussi, ça met l'adresse de retour dans la pile, donc ça aussi, ça prend de la place dans la pile. Maintenant, si on compile, mais cette fois-ci avec factorial hack. Ok, donc là, maintenant, version avec accumulateur. Et surtout, ce qui est important, c'est la version justement qui est récursive dite terminale. L'appel de factorial est la dernière chose à faire, l'appel récursif. Donc si on regarde le code cette fois-ci, alors la fonction elle est là et là. On a le retour de la fonction ici. Donc si on regarde maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a plus un seul call dedans. Et on a à la place un jump. Et le jump, il revient au début de factorial. Donc là, cette fois-ci, on reste au même endroit. On reste au même endroit. On n'a pas le call qui va faire progresser qui va faire augmenter la taille de la pile, ni le sub qu'on avait vu tout à l'heure, qui justement, lui aussi, augmentait la taille de la pile. Donc là, ça fait juste en fait un jump. En fait, il a transformé ça en boucle. Donc quand on appelle cette fonction-là, ça va bien sûr on aura l'adresse de retour qui sera dans la pile. Et ensuite, donc là le read quand on aura terminé, mais ensuite en fait, on ne fait plus aucun call. On fait juste des jumps. Donc là, on voit qu'on n'a pas ce problème-là. Donc là, le compilateur a été malin et a su transformer en fait l'appel récursif terminal en une boucle, ici. Ok, donc l'idée maintenant des continuations, en fait, c'est une façon de transformer des fonctions récursives en des fonctions récursives non terminales en fonctions récursives terminales de manière assez simple. Et ça va nous donner aussi, vous allez voir, un contrôle sur le reste de l'exécution. On dit en fait que ça va réifier le flow de contrôle parce qu'on va pouvoir maîtriser en fait ce qu'on va calculer après. Vous allez voir. Donc, je vais montrer d'autres exemples, mais pour l'instant, on va juste essayer de transformer factorial, donc cette fois-ci sans accumulateur, mais avec une continuation qu'on appelle typiquement k. Donc ça va être une fonction. Donc là, ici, factorial avec continuation, toujours le paramètre n, la factorielle qu'on veut calculer, et la continuation. Donc, si on regarde l'idée, donc on va plutôt regarder ce cas-là d'abord. Donc là, déjà, on voit clairement que c'est récursif terminal. Il n'y a aucun calcul à faire en attente. Donc pareil, on fait avec n-1, mais cette fois-ci, je dis qu'une fois que tu auras calculé factorial de n-1, donc tu me passeras le résultat, et moi, je continuerai mon calcul. Donc je ferai n fois le résultat que tu m'auras donné, et je donnerai à la continuation ici, donc ce qu'il faut faire après, eh ben, je lui donnerai le résultat de n fois raise. Donc c'est l'idée. Et donc on voit qu'en n égale 0, ben, je dis à la continuation, ok, maintenant moi j'ai mon résultat, je te le passe, c'est 1, et à toi de faire ce que tu as à faire avec le résultat que je viens de te donner. Donc si on calcule avec ça, si on relance le calcul pour voir s'il n'y a pas de débordement, donc normalement il ne devrait pas y en avoir, mais on a une petite question, on pourrait se dire, est-ce que ça ne devient pas trop gros, enfin, ça prend de la place quand même, on pourrait se poser cette question. Donc on va regarder ce que ça donne. Ok, donc je vais faire le même appel avec 1 million, mais cette fois-ci, quelle est la première continuation à donner? Donc une fois en fait que, là ce qu'il faut se dire, une fois que j'ai le résultat final, donc factorial de 1 million qui a été calculé, bah, ça va le passer à la continuation qui est ici. Donc moi, ce que je veux, en fait, c'est juste obtenir ce résultat. Donc là, il faut mettre la fonction identité. Donc après, je pourrais mettre ce que je veux, une fonction qui affiche, n'importe quoi. Mais bon, là, je vais mettre la fonction identité. Donc on va lancer. Et on obtient toujours 0, normal. Mais on n'a pas débordé, il n'y a pas eu de problème. Alors si on essaye quand même avec quelque chose pour pouvoir vérifier quand même, voilà, on a bien obtenu 120 aussi. Alors ici en fait, on peut se demander l'intérêt de la continuation. C'est vrai par rapport à l'accumulateur,
bah, c'était peut-être plus facile à comprendre à vrai dire avec l'accumulateur. Et il n'y a pas toutes ces fonctions à mémoriser. On va regarder du coup plus en détail la continuation maintenant. Donc si on regarde ici, j'ai créé une petite fonction closure. Et en fait, ce qu'elle va faire simplement, c'est rendre une autre fonction. Donc la fonction qu'elle rend, elle va utiliser, on voit le paramètre ici, n, elle va l'utiliser ici. Et elle va utiliser la référence qui est créée à l'intérieur de la fonction closure, ici, pour récupérer sa valeur, et ici pour l'incrémenter. Donc on voit que quand la fonction ici va être renvoyée, en fait, il ne faut pas perdre ça ni ça. Donc au final, ça, la fonction, c'est pas qu'un code en fait, c'est ce qu'on appelle une fermeture. On peut le représenter du coup comme ça. Ici, il va y avoir l'adresse du code, donc cette chose-là, en fait le code ici. Mais en plus, il va y avoir la variable, donc le paramètre n ici, et la référence count ici. Donc là, par exemple, on aurait ref de 0 ici, et le n, ben, si par exemple j'ai fait l'appel de closure de 10, et ben ici j'aurai 10. Donc ce qui va être envoyé, en fait, c'est ce bloc-là. Ce qui va nous permettre justement de conserver ces informations qui seraient perdues sinon. Alors en C++, on a la même chose, par exemple ici, entre les crochets, là quand on définit une lambda, si vous connaissez le C++, ici en fait on met ce qui doit être capturé. Donc, et même on dit en plus, est-ce que ça doit être capturé, par exemple tout doit être capturé par référence, les variables libres qui seront là-dedans, ou on peut dire par valeur, ou on peut spécifier certaines par référence et d'autres par valeur. Donc si on exécute closure, vous allez voir, donc on va récupérer le résultat de closure dans une variable f. Et maintenant, à chaque fois qu'on va appeler f, on va voir que le résultat va être incrémenté. Donc normalement au début, alors si on regarde le code, on devrait, comme on récupère le résultat avant l'incrémentation, donc on va avoir 0 au début, ajouté à 10, donc on devrait avoir 10, puis ensuite à un nouvel appel on devrait avoir 11, 12, etc. Donc au premier appel, on a bien 10. Si on appelle une autre fois, on a 11, 12, 13, etc. Donc voilà, cette notion de fermeture, donc ici, c'est important. Et on va le voir en action avec factorial compte. Ok, donc on n'a qu'à maintenant refaire notre exemple. On va faire fac compte. Donc cette fois-ci, ben, comme tout à l'heure, 3. Et on va l'appeler, je vous rappelle, avec l'identité. Donc notre première fermeture, ça va être ça. Donc il y aura rien en fait, puisqu'il n'y a pas de variable libre dans l'identité. Donc là, le code, il sera, on va le mettre ici, c'était fun de x donne x. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on appelle fac compte de 3? Donc on est là. Donc ici, on a maintenant fac compte de 2, mais on a cette fonction-là. Donc là, encore une fois, ça va être une fermeture. Donc on va créer cette petite boîte. Ici, le code, bah, ça va être le code de ça. Donc ici, on fait pointer ça sur ce code. Ensuite, ici, les variables libres là-dedans. Donc reste assez lié. Donc ça va. Il y a k et il y a n. Donc on va mettre k ici. Et on va mettre n ici. Donc k, c'est notre fermeture qui était là. Donc c'est celle-ci en fait. Donc on va pointer sur cette boîte. Et le n, il vaut 3. Donc on met 3 ici. Donc on fait l'appel récursif. Donc je vous rappelle qu'il est récursif terminal. On met fac compte de 1. Alors le code, comme tout à l'heure, ça ne change pas. C'est toujours le même code, c'est celui-ci. Maintenant, la fermeture, ben, c'était celle qu'on avait en paramètre, donc celle-ci.
Donc K, ça va pointer là-dessus. Et le N, c'est celui qu'on avait en paramètre, donc c'est le 2 ici. Donc voilà, maintenant on va refaire l'appel maintenant pour factcompte de 1. Donc ici c'est 1, ici c'est notre fermeture qu'on a créée ici. Et c'est parti, on reste encore là-dessus. Donc là cette fois-ci, factcompte de 0. Quelle va être la fermeture? Ben, le code, c'est toujours la même chose, c'est celui-là. Le K, c'est celui-ci. On pointe dessus. Et maintenant, le N, eh ben, c'était le 1 ici. Donc c'est 1. Maintenant, quand on appelle factcompte de 0, qu'est-ce que ça donne? Ben, cette fois-ci, on fait un appel. Et l'appel, donc le K, c'est celui-là maintenant. Et on l'utilise pour faire K de 1. Donc K de 1, ça revient à quoi? Ben, on va chercher le code qui est ici. Donc ça nous fait fun de res done. Donc K, on appelle avec n fois res. Alors, le n, c'est quoi? Eh bien, on va le chercher ici. Donc, c'est 1. Alors, oui, je vous rappelle qu'on a appelé k avec 1. Donc, ça veut dire que le res ici, ça vaut 1. Donc, ici, on peut le remplacer aussi. Le res, ça vaut 1. Donc, là, maintenant, on a 1. Et le k, c'est lequel ici? Ben, on va le chercher ici. Donc, à cet emplacement-là. Donc, le k, c'est celui-là. On en est là maintenant. Donc, c'est parti. Donc, on fait maintenant k de 1 fois 1, donc k de 1. Le k, c'est celui-ci. Donc, on va toujours chercher la fonction qui est la même, en fait. Donc, ça, je vais le réécrire. Ça va être fun de res. Donc, res qui vaut 1 cette fois-ci. Aussi, encore une fois, donne k fois... Enfin, appelé, pardon. Le paramètre de k, c'est quoi? Et bien, cette fois-ci, donc si on regarde le corps, ici, c'est n. Et le n, c'est quoi maintenant? Vu qu'on en est là, c'est 2. Et 2 fois res, donc res ici, ça vaut 1, donc 2 fois 1. Alors K, c'est quoi? Donc K, maintenant, c'est cette boîte-là, cette fermeture-là. Donc c'est reparti, donc on prend le code. Donc le res ici, ben, on l'a là, c'est 2. Donc on peut mettre un 2 ici aussi. Alors on en est là. Donc le n vaut quoi? Le n vaut 3. Donc on met 3 ici. Et le k ici, eh ben, si on regarde, on suit le k, maintenant c'est cette boîte-là. Donc on est reparti, donc ici ça fait 6. Le k, donc comme on est ici, maintenant c'est l'identité. Donc on remplace k ici, fun de x donne x. Appliqué à quoi? À ça, à 6. Et ben ça va nous rendre 6. Donc le résultat final, donc de notre appel, de notre factorial par continuation. Alors si on regarde maintenant, en fait, ces petites boîtes-là, bah, elles prennent de la place. On voit là ici, on en a 4 et en fait, on en a autant qu'il y a d'appels à factcompte. Donc, vu qu'on n'a pas fait déborder la pile, c'est que c'est autre part, et si c'est autre part et que c'est pas dans la pile, ça va être dans le tas. Donc on va regarder si c'est vraiment bien dans le tas. On va utiliser Valgrind. Donc on va regarder ça. Ah oui, alors pour ce faire, il faut quand même que je vais créer un exécutable. Donc voilà, ce qu'on va exécuter, c'est factoriel donc par continuation, avec 200 000 dans un premier temps, donc toujours l'identité pour la première continuation. Et on va regarder la taille du tas, et ensuite on mettra 2 millions pour voir si le tas a augmenté. Donc on va compiler et lancer Valgrind maintenant. Et on va voir ici, voilà la taille du tas. Donc on va maintenant augmenter le nombre d'appels récursifs. Donc on n'a qu'à mettre 1 million par exemple. Et normalement, la taille du tas devrait augmenter.
Donc oui, clairement, ça a augmenté. Donc tout à l'heure, on avait ça. Et si on augmente encore, on va mettre par exemple 2 millions. Donc là, encore une fois, ça a augmenté par rapport à ce qu'on avait juste tout de suite ici. Donc on voit bien que les fermetures ont été mises dans le tas et c'est pour ça qu'on n'a pas eu de débordement de pile. Donc ce qu'on va voir, c'est que les continuations, ça va nous permettre de transformer facilement une fonction non récursive terminale en fonction récursive terminale. Mais on va voir là dans l'exemple qui suit, c'est qu'en plus, comme on a accès à la continuation, donc ce qu'il doit se faire après l'exécution de factorial, par exemple ici, sur 2 millions, eh ben, on va pouvoir contrôler en fait, avoir un contrôle plus fin sur l'exécution. Donc on va pouvoir par exemple abandonner une partie des calculs. C'est ce que je vais vous montrer juste tout de suite avec le produit. Donc un exemple simple, mais juste pour illustrer cette maîtrise assez fine en fait des calculs qu'il reste à faire. Donc on peut, si on veut, par exemple, les abandonner. Ok, alors ce qu'on va voir maintenant, c'est une fonction prod ici, donc qui fait le produit en fait des éléments de la liste ici en paramètres. Donc ici, si la liste est vide, par exemple, on va rendre 1 puisque c'est l'élément neutre de la multiplication. Ensuite, si jamais on voit un 0, eh ben, on retourne directement 0 puisque ce n'est pas la peine d'analyser le reste de la liste. On sait que le produit, ça sera forcément 0. Donc c'est une petite optimisation. Et ici, ben, sinon, on fait E fois le produit sur le reste de la liste. Donc là, vous remarquerez que la fonction n'est pas récursive terminale puisque on a besoin de faire E fois, donc on a un calcul en attente du résultat de l'appel récursif. Et ce qu'on va faire en fait, c'est compter le nombre de multiplications. Donc ici, on en a, à chaque fois qu'on passe par ici, on a une multiplication. Donc on va incrémenter ce compteur. Donc ensuite, ce qu'on va faire ici, et pour vous montrer qu'on a un contrôle justement sur ce qu'il y a à calculer après et qu'on va pouvoir l'abandonner au cas où. Donc si jamais je rencontre la fin de la liste, ben je dis ok, j'ai mon résultat 1 et j'appelle la continuation, je lui passe mon résultat. Donc la continuation, c'est ce qu'il reste à faire et je lui donne, ben voilà, moi j'ai eu ce résultat-là, à toi de faire le reste. Maintenant, si je vois 0, pareil, comme tout à l'heure ici, je rends 0. Mais là, ce qui est intéressant, en fait, c'est que le calcul qu'il restait à faire était dans la continuation. Donc, j'ai même pas eu à effectuer les multiplications. Donc, si vous regardez, dans l'autre cas, dans le cas général, ce que je fais, c'est que je dis, je fais l'appel récursif, mais qui cette fois-ci est terminal, puisqu'on voit ici, il n'y a rien à calculer, il n'y a pas de calcul en attente. Je passe bien sûr le reste de la liste, et là, ce qu'il restera à calculer, quand tu m'auras donné le résultat que tu auras trouvé pour prod compte de R, et ben moi ce que je vais faire, j'incrémente le compteur parce que je vois qu'ici il y a une multiplication que je vais réaliser. Je fais la multiplication et je passe à la continuation, donc celle qui était là pour lui dire, voilà, moi j'ai fait mon calcul, à toi de jouer. Donc on va lancer les deux fonctions. Bien sûr, celle-ci, dès qu'il y aura un 0 dans la liste, va ne faire en fait aucune multiplication. Que celle-ci va en faire jusqu'à rencontrer le 0. Donc on va pouvoir éliminer les calculs en fait de la multiplication. Donc bien sûr, ici on va créer des fermetures, donc on pourrait se dire est-ce qu'il y a vraiment un intérêt, mais si l'opération, par exemple, suffit de prendre une opération qui soit beaucoup plus coûteuse que la multiplication, et on peut vite fait construire un exemple où ce sera vraiment intéressant. Donc on va tester ça maintenant. Et maintenant, on va exécuter prod sur... on va déjà créer une liste. Donc voilà, dans cette liste, on voit que j'ai mis un 0 ici. Donc normalement, je n'ai aucune multiplication à faire dès que je vois un 0, mais on va voir combien de multiplications vont être faites par notre fonction prod.
alors que j'oublie pas le let. Et donc c'est parti, on essaye avec prod. Donc bien sûr ça rend bien 0. Et maintenant on va regarder le compteur. Donc on voit que le compteur est à 7. Donc il y a bien eu une multiplication, 2, 3, 4, 5, 6 et la septième, mais qui a rendu 0 à cause du 0 ici. Donc bien sûr on a évité toutes celles-ci. Maintenant on va remettre le compteur à 0. Donc on va lancer cette fois-ci la fonction prod mais avec continuation. Et normalement on espère ne voir aucune multiplication effectuée. Donc il ne faut pas oublier ici de mettre, on va mettre l'identité. Donc si on lance maintenant, on obtient bien 0 toujours et on va regarder le compteur. Et on voit maintenant qu'il est bien à 0. Donc quand on a exécuté prod compte, on a bien abandonné les calculs qui étaient en attente dans la continuation. Ok, alors là je voulais vous montrer un exemple plutôt un peu plus difficile. Et après, je vous ferai réfléchir, donc vous pourrez faire une pause sur la vidéo avec la fonction Ackermann, qu'on verra juste après. Donc là, l'exemple qui suit, on a un arbre, ici, le type arbre, donc soit une feuille, soit un nœud, et un nœud, il y a un élément plus le fils gauche et le fils droit. Donc ici, on a la définition d'un arbre binaire générique, donc de type, avec des types A quelconques dedans. Donc ce qu'on voudrait faire, c'est faire un map. Donc comme un map sur les listes, mais on va faire un map sur les arbres, et on voudrait pouvoir changer justement ces éléments-là. Donc si jamais on avait par exemple l'arbre 1, 2, 3, et une feuille ici, donc je vais mettre L, bon ici il faudrait que je mette nœud, mais on va mettre L, ici on pourrait avoir 4, ici L, et L, et L, et bien si je fais map sur cet arbre-là, donc si je fais map tree, donc ici j'ai l'arbre, donc j'ai cet arbre-là, et là je vais donner une fonction, et par exemple, si la fonction que je donne c'est, on va dire au carré, donc l'élément que j'ai, je le multiplie par lui-même, normalement l'arbre ça va me rendre un nouvel arbre, et le nouvel arbre ça sera 1, donc 4, 9, donc toujours L, L, 16, L, L et L. Donc voilà, c'est un map, mais sur les arbres. Donc ça, c'est la version non récursive terminale, parce qu'on voit en fait, je fais l'appel récursif ici. Donc c'est simple en fait, je crée, quand c'est une feuille, j'analyse l'arbre. Quand c'est une feuille, je rends une feuille. Donc là, je vais créer un nouvel arbre. Si jamais j'ai un nœud, je recrée un nœud, j'applique la fonction f sur l'élément du nœud, et je fais l'appel récursif de maptree sur la partie gauche et sur la partie droite. Donc bien sûr, c'est pas récursif terminal, puisque quand je fais cet appel récursif là, j'ai en attente de construire le nœud ici. Et d'ailleurs, quand je fais un des appels récursifs, il me reste aussi l'autre à faire. D'ailleurs, juste petite remarque, ici, l'ordre d'évaluation, est-ce que ça va être celui-là qui va être appelé en premier ou celui-là? Ça, c'est pas spécifié. Alors, donc ça, c'est au choix de l'implémentation du compilo. Donc là, je pense que ça va être celui-là, mais ça, faudrait vérifier. Mais donc, du coup, il ne faut pas se baser sur cet ordre-là ici. Donc, pour rendre récursif terminal cette fonction-là, c'est assez systématique. En fait, on rajoute une continuation. Donc, les deux autres paramètres sont pareils. Il faut rajouter la continuation. La continuation, en fait, on va lui dire « Ok, pour l'instant, le résultat que moi j'ai trouvé, c'est celui-là, c'est cet arbre-là. Et tu dois maintenant m'en rendre un autre avec le résultat intermédiaire que je t'ai donné. » Donc si on regarde, quand je suis sur une feuille, je viens de trouver un résultat
mon nouvel arbre, c'est une feuille, et donc c'est à la continuation de récupérer le nouvel arbre et de construire le reste. Donc si jamais j'ai un nœud ici, donc ce que je fais, c'est que je dis OK, d'abord j'effectue mon calcul, donc le map, sur le fils gauche. Ensuite, donc avec la fonction là, et qu'est-ce qu'il te restera à faire après? Eh bien, quand tu auras l'arbre gauche transformé par le map, ben, qu'est-ce qu'il me reste à faire en fait? C'est dire, ben, j'appelle mon map sur le fils droit, donc toujours avec cette fonction f, et une fois que le résultat sera calculé, eh ben, j'aurai le nouveau fils droit ici, et qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, je construis le nouvel arbre avec le nouveau fils gauche, qui est ici, le nouveau fils droit, qui est ici, et bah, la continuation que j'avais là, donc qui me dit, une fois que tu as calculé pour cet arbre T là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Et ben, je lui donne à cette continuation, du coup, le nouvel arbre. Et lui va s'en servir pour continuer de construire. Donc voilà, donc ça se fait bien, et là on voit bien en fait que, donc, on voit bien que c'est récursif terminal, puisqu'il n'y a aucun calcul à faire. Là c'est vraiment, je lance avec cette nouvelle continuation, qui elle, bien sûr, comme c'est une fonction, ça c'est pas exécuté avant qu'on lui applique un paramètre. Donc on est bien, on a notre map qui est devenu récursif terminal, ce qui semblait pas forcément évident à faire comme ça, puisque là il y a deux appels à gérer, fils gauche, fils droit. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on peut passer d'abord fils gauche, puis fils droit, et on aurait pu faire la même chose, bien sûr, s'il y avait une liste de fils. Alors, je vais vous faire réfléchir, et je vais vous donner la solution pour la fonction Ackermann. Ok, donc pour faire un petit exemple, donc pour vous faire un petit exo, on va voir la fonction de Ackermann. Donc voilà cette fonction, ici, et on va regarder sa définition sous Wikipédia. Donc voilà, j'ai repris la définition ici, et on voit en fait qu'il y a un des appels, ici, pour m supérieur à 0, n strictement supérieur à 0, où il va falloir en fait avoir en argument de a lui-même. Donc on va regarder un peu les valeurs de cette fonction, quelques-unes de ces valeurs, et si on regarde ici, on voit que ça croît mais de folie. Par exemple ici pour m égale 4 et n égale 2, on a 2 puissance 65 536 moins 3, juste énorme. Donc votre mission, c'est de me transformer ça en une version avec continuation, donc avec un cas que vous ferez apparaître en argument supplémentaire. Ok, vous pouvez faire une petite pause sur la vidéo et essayer ça. Ok, donc voici la solution. Donc si on regarde, on a rajouté le paramètre k pour la continuation. Donc si m égale 0 comme ici, donc on rendait n plus 1. Donc là, on fait le calcul c'est n plus 1, comme plus haut, mais on dit maintenant, on passe à la continuation, la valeur calculée n plus 1 pour que la continuation fasse le reste des calculs. Maintenant, dans ce cas de figure-là, quand n vaut 0, ce qu'on fait, ici en fait on rappelait Ackermann en changeant juste le paramètre, les paramètres, et on fait pareil en fait ici, sauf qu'on n'oublie pas de passer la continuation. Donc ce qu'il faudra faire après avoir calculé ça. Maintenant, le cas plus difficile, c'est celui-ci. Donc si on regarde le cas en haut là, ce qu'on faisait, c'est on avait un des arguments qui était un appel à Ackermann. Donc ce qu'on va faire, c'est le calculer d'abord ici, et ensuite on va dire la suite des calculs, ça va être quoi? Donc le résultat, le paramètre, il sera là. Et tu rappelles Ackermann de m-1 avec ce résultat-là. Donc ce qui revient à faire, ça en fait, tout ça. Puisque notre n ici, ça représente ça. Et on n'oublie pas de passer la continuation k qui était là pour dire, voilà, après avoir calculé tout ça, il restera ça à faire. Donc voilà, on a la version avec continuation.
On peut tester rapidement si elle marche. Donc on va essayer par exemple avec 4 et 2. Alors 4 et 2, ça donne quoi? 4 et 2... Ah, je vais peut-être utiliser... je vais peut-être pas prendre cet exemple. On va prendre 2 et 4, c'est mieux. Alors c'est marrant qu'en inversant juste 4 et 2 et 2 et 4, on obtienne ces résultats complètement... Enfin, de taille tellement différente. Donc 2 et 4, c'est parti. Donc on obtient bien 11 si on essayait par exemple cette case-là. Donc m égale 3, et si on prenait n égale 8, ça nous ferait 2 puissance 11. Donc 2 puissance 10, c'est 1024, fois 2, 2048, moins 3, 2045. On se croirait un peu aux chiffres et aux lettres. Est-ce qu'on va obtenir ça? Donc 3 et 8. Ok, bah ça a l'air de bien marcher en fait ce qu'on vient de faire. Alors, pour résumer ce qu'on a vu, on a vu en fait que la programmation par continuation, ça nous permettait de rendre explicite la suite des calculs. Donc, ça nous a permis en fait de faire ça, par exemple, de rendre facilement des fonctions qui étaient récursives non terminales en fonctions récursives terminales. On a aussi pu, par exemple, dans Prod, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais abandonner la continuation, donc la suite de calcul dans cette branche-là. Donc on peut imaginer en fait que dans ce cas de figure, ça pourrait optimiser en fait le code, puisque si on avait quelque chose de différent du fois ici, quelque chose de beaucoup plus lourd et qu'on pouvait l'abandonner régulièrement, ça pourrait optimiser les choses. Mais il ne faut pas oublier que la continuation, en fait, ça a un coût quand même, parce qu'il faut faire une fermeture comme on a vu, donc allouer quelque chose dans le tas. D'ailleurs, si vous voulez essayer, si vous voulez comparer cette factorielle avec un accumulateur, donc juste un nombre, et cette factorielle avec une continuation, vous verrez que celle-ci est plus efficace que celle avec continuation. Donc moi je vais utiliser la programmation par continuation non pas pour transformer par exemple des fonctions récursives non terminales en fonctions récursives terminales, mais c'est juste que j'ai trouvé que le matching par backtracking, en le faisant en utilisant des continuations, c'était bien plus facile. Mais bon, ça c'est une question de style, de goût, et vous verrez ce que vous en pensez vous dans la prochaine vidéo.